Bonsoir Mohamed Meshmesh, bonsoir Laura Slimani. Pour cette convention de génération, on va avoir un petit échange autour de la question de la lutte contre le racisme, contre les discriminations, mais aussi en faisant le lien avec la question des quartiers populaires. Voilà, on est en plein, encore une fois, dans une phase de mobilisation importante suite au passage à tabac, voire on peut même parler de ratonnade dont a été l'objet Michel Zecler euh, par j'ose pas appeler ça des policiers. Bon, voilà, mobilisation importante. Les dernières mobilisations importantes qu'on a eues ces dernières années, c'était aussi, l'année dernière d'ailleurs, c'était aussi les mobilisations autour du comité Adama en lien avec ce qui s'était passé aux États-Unis sur l'affaire George Floyd. Donc là, on voit bien que l'année dernière, elle avait une jeunesse très mobilisée sur ces sujets-là. Là, on a, bon, bien sûr, il y a la question des images, mais ce qui a donné sans doute de l'ampleur à la mobilisation, c'est cette agression raciste de la part de ces policiers. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est mobilisation importante dans la rue, et pourtant, on a parfois l'impression que c'est des sujets qui sont pas aussi centraux qu'on pourrait l'espérer dans nos formations politiques à gauche. Et peut-être toi, Laura, déjà en tant qu'élue génération, adjointe à Rouen, adjointe, je crois, à l'égalité, à la lutte contre les discriminations, je crois que tu voilà, es en charge de ces questions-là. Comment tu peux expliquer ça? Enfin, je pense qu'on assiste effectivement là ces derniers temps à une demande de dignité très forte et qui s'exprime de plus en plus dans l'espace public, dans les manifestations sur cette question des violences policières. Et que c'est une bonne chose parce que ça rend visible une situation qui existe dans les quartiers depuis des décennies, de violences qui sont quotidiennes, qui sont plus ou moins physiques, mais qui sont quotidiennes et qui tuent, qui blessent qui font que des vies s'éteignent. Voilà. Et en fait, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a finalement rendu visible ce phénomène parce que il a touché des gens qui n'étaient pas des gens des quartiers, mais qui étaient des gens issus de quartiers périurbains ou du monde semi-rural et qui venaient dans les centres-villes. Et finalement, ça a rendu visible un peu alors que c'est une réalité qui est connue par plein de gens depuis des années et en général, même s'il y a eu des mobilisations, notamment politiques. Moi, en tant que présidente des jeunes socialistes, à l'époque, j'avais porté avec d'autres, notamment autour de la question des contrôles aux faciès et l'attestation de contrôle d'identité ou les récépissés lors des contrôles d'identité, qui est une proposition que moi, je pense, Génération devrait reprendre à son compte fortement aujourd'hui, que Benoît Hamon avait d'ailleurs défendu en 2017, et qui vise justement à encadrer finalement ces contrôles d'identité qui sont aujourd'hui plus un prétexte pour aller provoquer des gens, notamment dans certains quartiers, mais aussi dans certaines zones de centre-ville. Je pense à la gare du Nord à Paris, par exemple, et à d'autres endroits. Voilà, à Rouen, il y a aussi d'autres endroits où ça a lieu. Et je crois que ce combat pour finalement la lutte contre le racisme dans la police, c'est un combat à part entière qui doit être intégré à la discussion plus globale qu'on a aujourd'hui sur les politiques de maintien de l'ordre, qui sont aussi un sujet, parce qu'on a aujourd'hui un maintien de l'ordre qui cherche plus la guerre que la paix finalement, et ça devient effectivement un vrai problème public, quoi. Donc voilà, sur la question des violences policières, je pense qu'il faut aujourd'hui porter ces deux débats. À Rouen, il y a par exemple récemment un groupe de policiers qui a été mis en examen pour avoir échangé dans un groupe WhatsApp et a été dénoncé du coup par un collègue pour avoir tenu des propos racistes, antisémites, misogynes, mais d'une violence inouïe dans ce groupe WhatsApp. Il a quand même fallu que ces affaires soient rendues publiques pour que les policiers soient suspendus de leurs fonctions, alors qu'ils sont quand même au quotidien en lien avec des Rouennaises et des Rouennais. Et donc, à un moment, on ne peut pas penser que ce qui se passe dans les groupes WhatsApp ne se passe pas aussi dans la manière enfin, en tout cas, ressort pas dans la manière dont ils considèrent les gens. Donc, la première chose, je pense, c'est de parler de ces sujets et de les porter en tant qu'élus. Et puis ensuite, à Rouen, aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, de plan de lutte contre les discriminations liées aux origines. On travaille sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question des LGBT-phobies. Pas assez, hein, il n'y a pas assez de moyens sur ces politiques et moi j'essaie de me battre pour qu'il y en ait plus et ça avance. Mais sur la question des origines, de l'origine réelle ou supposée des gens, finalement aujourd'hui c'est un peu un impensé. C'est comme si ça n'existait pas. Et ça me fait un peu penser à la question de l'égalité femmes-hommes il y a 20 ans peut-être.
où on disait mais non, mais en fait aujourd'hui c'est bon, il y a l'égalité des droits, c'est pas un sujet. Je trouve que sur les questions de racisme, on est un peu dans cette espèce d'impression que tout va bien parce que ça se voit pas. Or, on sait que par exemple, pour avoir accès à l'emploi, à un emploi, vous avez 20 fois moins de chances de recevoir une réponse positive d'un recruteur, voire 30 fois moins si c'est une candidature spontanée, quand vous avez un patronyme maghrébin que quand vous avez un patronyme, disons, franco-français. Sur l'accès au logement, c'est 27 fois, vous avez 27% de chances de moins d'avoir un retour d'une agence ou d'un particulier qui vend son appart. Donc ça, c'est une réalité, mais à un moment donné, en tant qu'élu, notre rôle, c'est d'abord de visibiliser, de faire des campagnes de prévention, de sensibilisation et de communication, mais c'est aussi de rappeler à l'ordre finalement les employeurs, les gens qui dirigent ces agences de location, par exemple, de leur proposer des formations, mais aussi de leur dire attention, on sait que vous avez des pratiques discriminatoires et ces pratiques ne sont pas légales. Parce que je pense que c'est important d'avoir une forme de prescription finalement vis-à-vis de ces gens. Et en tant que collectivité, comme l'État, on a un rôle prescripteur dans la société et ce qu'on dit, ça infuse aussi dans la société. Alors, je ne sais pas si on peut être déjà dans une dimension mémorielle, Mohamed, mais je parlais des mobilisations de l'année dernière, mais quand même, je pense qu'il y a un événement, parce que dans ce travail de mémoire, mais je crois que ça en fait partie. Il y a un événement important. On est en plein dans la période du 15e anniversaire des révoltes liées à la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. C'est le moment où tu es apparu sur la scène publique. Bon, tu étais actif avant, mais en fondant le collectif Assez le Feu. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu es conseiller régional d'Île-de-France, président du collectif Passons-nous et toujours actif à Clichy-sous-Bois. Comment 15 ans après, justement, ces événements-là, ils font encore, voilà, ils ont marqué, disons, la compréhension de la question des quartiers. Et est-ce que ça a évolué? Qu'est-ce qui a bougé depuis 15 ans? Et est-ce que c'est enfin au centre des préoccupations politiques, cette question? Alors, ça là, tout à fait. Donc, non, justement, 15 ans après, c'est-à-dire que là, effectivement, après la mort de Ziad Ebouna en rame, cette question, malheureusement, elle désole. Pourquoi? Parce que je vais refaire encore une rétroprospective qui date depuis 83 sur la marche pour l'égalité contre le racisme, 37 ans après. J'ai été choqué, enfin pas choqué, mais peiné d'entendre l'année dernière une gamine qui manifestait suite aux violences sur l'affaire Traoré, mais ce qui s'est passé aux États-Unis, et qui disait qu'elle avait 20 ans en 2020 et qu'elle pensait vraiment ne plus pouvoir marcher pour lutter contre le racisme. Donc on est encore une fois dans un schéma où les choses et la situation n'avancent pas dans le bon sens. On reprend 2005 avec des révoltes sociales où c'est une France, des quartiers qui explosent. Tout simplement pour mettre un focus sur ce qui se passe dans ces territoires-là. Et notamment, ça vient aussi du fait de ces fameuses violences policières que aujourd'hui certains pratiquent sur toute impunité en pensant qu'ils ont le droit droit de vie ou de mort sur les personnes qui malheureusement aujourd'hui se sont retrouvées confrontées face à certains policiers dans leur comportement. Donc la situation, elle n'a pas beaucoup évolué et elle m'inquiète encore plus parce que, en gros, on est carrément sorti clairement de ce que devrait être cette police. N'oubliez pas, c'est un service public qui devrait être au service du public. Et malheureusement, c'est devenu le bras armé de certaines personnes et politiquement qui se servent aussi de cette police pour pouvoir faire plus de répression. En 2005, les violences policières existent depuis 37 ans, parce qu'on connaît l'histoire. L'opinion publique n'est pas spécialement touchée par ça. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Laura, il a fallu qu'il y ait eu les gilets jaunes pour qu'on comprenne que ces violences pouvaient à un moment ou à un autre aussi toucher une catégorie de population qui, avant, regardait de loin ce qui se passait dans ces territoires et qui ne branchait pas spécialement. Donc maintenant, ils sont confrontés à ça, ils comprennent un peu plus ce que certains ont vécu depuis très longtemps. Et dans les luttes que ces habitants de ces quartiers n'ont pas arrêté de dénoncer depuis ces 37 ans, pour tout simplement faire comprendre à l'opinion publique que ça devient un vrai sujet et qu'on ne peut pas passer à côté de ces choses-là. Il a fallu effectivement les Gilets jaunes pour qu'on puisse être plus ou moins entendu.
mais la situation ne va pas mieux pour autant. La preuve, c'est qu'il s'est passé encore des faits graves, dramatiques et scandaleuses, où encore certains syndicats cherchent encore des excuses à essayer de trouver le pourquoi du comment, parce qu'on connaît la stratégie, on va fouiner dans le passé des personnes pour simplement presque justifier pourquoi il y a eu effectivement le cas qu'on connaît. Donc, depuis 2005, honnêtement, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a eu ces cahiers de doléances. Pendant 6 mois, on a fait un tour de France, 200 000 doléances, 20 000 doléances traitées, 130 propositions, et qu'auparavant, on avait déjà parlé de la question de la formation des policiers. On avait parlé à l'époque qu'il fallait réformer la police des polices. Et ce que je me dis, c'est qu'en gros, quelle perte de temps, parce qu'à chaque fois qu'on mène quelque chose qui vient de ces habitants de ces quartiers, qui se mobilisent et qui clairement, parce que par leur vécu, leur expérience, pointent les vrais sujets, on a affaire à des gens qui clairement, parce que ça viendrait du bas, ne seraient pas audibles. Et on perd du temps et on ne règle pas le problème de fond, on continue à réagir sur de l'émotion et des conséquences. Et là, on est en plein dedans. La loi sécuritaire globale, qui aujourd'hui mobilise énormément de monde. Et il va falloir que, effectivement, y compris politiquement, on continue à rester bien ancré dans ces luttes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, en l'occurrence, a reculé face à ces discussions-là, a laissé le champ à d'autres, y compris bien, on regarde bien les débats, franchement, qui sont aujourd'hui à vomir, où est-ce que la fachosphère, aujourd'hui, se sert, utilise, médiatiquement aussi, parce qu'aujourd'hui, on a carrément des chaînes qui sont pratiquement Front National, pas citer CNews, qui clairement aujourd'hui, vous voyez bien un petit peu les discussions. Donc on se lâche, et je trouve que la gauche a beaucoup reculé là-dessus, et notamment sur la question, effectivement, des quartiers populaires. Et je trouve dommage parce qu'aujourd'hui, c'est central. Et je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé en 2005, toucher une catégorie de population, et rappelez-vous, un état de siège avait été décrété. Donc, ce n'était pas rien. Les gens ne s'en sont pas souciés du tout. 10 ans après, avec ce qu'on a connu, c'est l'ensemble des citoyens qui vivent en France et ailleurs qui ont été touchés par l'état de siège. Et tout le monde a crié au scandale. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, cette question des quartiers populaires, elle a aujourd'hui du sens parce que, encore une fois, si tu ne cherches pas à comprendre aujourd'hui la situation dans ces territoires, les difficultés, les inégalités qui existent dans ces territoires, qu'ils soient écologiques ou de justice sociale, et qui englobent le tout, concernant les services publics, concernant aujourd'hui la possibilité de pouvoir être sécurisé, parce qu'on a aussi besoin de sécurité, de pouvoir se soigner, de pouvoir effectivement être logé dignement, de pouvoir avoir les écoles qu'on devrait avoir, et ainsi de suite. On n'a plus tout ça. Donc, ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une forme de séparatisme. Parce que le séparatisme, il est aussi de classe et d'aspect social. Parce que quand les services publics ne sont plus à la hauteur, c'est du séparatisme. Quand des gens aujourd'hui et des élus ne décident pas de construire 25% de logements sociaux et qui décident de continuer à en faire que 10, c'est une forme de séparatisme. Quand aujourd'hui des institutions décident qu'une catégorie de population la plus pauvre se retrouve au même endroit et qu'après on nous taxe de communautarisme, je suis désolé, c'est eux qui font du séparatisme. Et comme disait Salah, nous, on n'a pas du tout envie de se séparer de tout ça. Au contraire, on a tout fait et on a joué le jeu jusqu'au bout. Et les générations au-dessus l'ont joué. En termes de discrimination, quand les générations au-dessus ont joué le jeu de la République, c'est-à-dire, en gros, ils ont été à l'école. Ils sont bac plus 5, plus 6. Mais malheureusement, le plafond de verre a fait en sorte que ces personnes ne soient pas reconnues sur leurs compétences. Et ils se retrouvent aujourd'hui, soit chauffeur-livreur, caissière ou ainsi de suite. Mais quel message on envoie à leurs enfants, qui est la 4e génération, qui aujourd'hui dit, moi, l'école, ça ne m'apportera rien, même si on pousse derrière pour dire c'est l'avenir. Les gamins disent, mais quel est ton avenir à toi? Quand je vois que tu as étudié aussi longtemps et qu'à la finalité, on n'a pas spécialement voulu te reconnaître en tant que tel. Donc, il y a cette violence institutionnelle qui aujourd'hui a un impact fort dans ces territoires. Et après, on s'étonne que ces gamins aujourd'hui n'ont plus envie de respecter certaines lois de la République, mais parce qu'il y a eu d'abord cette violence qui d'abord les a touchés par leurs aînés. Et ça, c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, encore une fois, c'est que sur ces questions-là,
il y a la loi, effectivement, de sécurité globale. On a vu que beaucoup de gens se sont mobilisés, surtout sur l'article 24, qui est un article important. Et on a vu que la presse, du moment où on commençait à toucher à ces droits, s'est beaucoup mobilisée. Mais il s'avère qu'apparemment, cet article, de ce que je peux comprendre, risque aujourd'hui de glisser sur la loi du séparatisme. J'ose espérer, honnêtement, que les partis politiques, que les médias vont continuer à se mobiliser et qu'ils ne disent plus, bah, du coup, ça ne nous touche plus, c'est plus notre affaire, ça va sur une autre loi qui va concerner un certain public. Et pour ne pas nommer, on a bien compris que cette loi, elle va en réalité, elle vise plutôt une communauté qui est la communauté musulmane, qui aujourd'hui, eux, seront touchés par ça. J'ose espérer honnêtement que si cet article glisse dans cette loi, j'ose espérer que l'ensemble des gens qui se mobilisent actuellement le feront encore. Et la gauche a tout intérêt, et notamment Génération, a tout intérêt effectivement de se saisir de tout ce que, en gros, j'ai pu résumer en quelques minutes. Pourquoi aujourd'hui la gauche, et notamment Génération, doit faire en sorte que ces situations dans ces quartiers soient quand même quelque chose essentiel et qui soit central. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces quartiers ne demandent qu'une chose, c'est pas être plus que les autres, mais pas moins. Leur vie, elle ne valent pas plus, mais pas moins que les autres. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de vivre dignement et d'avoir le même droit commun que les autres, d'avoir les mêmes services que ce que d'autres ont pour pouvoir continuer effectivement à produire et à vivre de ce qu'ils sont aujourd'hui, eux, capables effectivement d'être en cohérence avec cette République qui malheureusement des fois leur tourne le dos. Voilà. Et contre la démocratie participative, juste terminer là-dessus, ça là, c'est juste se dire qu'encore une fois, je crois qu'en gros, on a bien compris malheureusement au moment où on est sorti effectivement ce rapport pour pouvoir redonner un peu plus de démocratie participative aux habitants, beaucoup d'élus malheureusement étaient réfractaires et n'en ont pas voulu. Dès qu'il y a un contre-pouvoir qui se monte, tout de suite les élus veulent garder la main et ça c'est un tort. Et peut-être pour finir, comment, d'un mot, voilà, chacun, chacune, on peut voilà, faire en sorte que ce qu'on est en train de dire, ce soit au cœur de notre projet politique. Donc, il faut que les élus qui sont aujourd'hui les élus génération et qui ont un levier qui est celui-là, ils fassent en sorte que d'abord que les habitants des quartiers soient entendus, que leur mobilisation soit entendue et qu'on n'écoute pas juste les rares habitants qui vont dans les réunions publiques sur la politique de la ville, mais qu'on entende aussi ceux qui se mobilisent dans les cages d'escalier, dans l'espace public pour faire valoir leurs droits au quotidien. Parce que c'est ça la démocratie vraiment participative à mon sens. Oui, moi, tout simplement, démocratie participative, c'est remettre au cœur des politiques publiques le citoyen. Ça, c'est une des premières règles et on aura déjà gagné énormément là-dessus. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on regarde bien, c'est la précarité. C'est 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On voit bien que cette crise sanitaire n'a mis en exergue que les difficultés qu'on connaissait depuis très longtemps. Et on a vu aujourd'hui que le taux de mortalité dans des quartiers populaires, c'est là où il y en a le plus. Parce qu'on a compris qu'en termes de santé, le fait qu'il y ait de moins en moins de lieux où est-ce qu'on peut aller effectivement voir un médecin ou ainsi de suite, parce que c'est un désert sanitaire total de ce côté-là, c'est là où il y a eu le plus de morts. Je vous donne un exemple, 132% en Seine-Saint-Denis de mortalité. C'est énorme. À partir de là, il y a aussi, on a vu énormément de familles aller chercher des colis alimentaires parce qu'il y a un manque à gagner. Et là, je me suis dit que si Benoît Hamon avait été entendu sur le revenu universel, il aurait servi et on aurait compris l'utilité de ce revenu universel, y compris les étudiants qui aujourd'hui se sont de plus en plus précarisés. Énormément d'étudiants qui au début ne voulaient pas embêter leurs parents parce qu'ils avaient un petit boulot pour essayer de payer leurs études, se sont retrouvés du jour au lendemain à ne plus avoir de boulot. Donc c'est un souci supplémentaire et on a aujourd'hui des jeunes étudiants qui viennent chercher des colis alimentaires. C'est une vraie souffrance pour ces habitants qui font la queue, qui en gros travaillent, essayent malheureusement de s'en sortir même avec le peu qu'ils ont, mais ils se retrouvent aujourd'hui confrontés à cette difficulté. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc le côté où on doit honnêtement gagner ces combats-là, c'est ceux-là où est-ce qu'on devrait effectivement être plus présent. Laura, je suis d'accord avec toi. Le aller vert, n'attendez pas qu'on arrive à des échéances pour pouvoir aller rencontrer ces habitants. Ils ont une expertise d'usage intéressant et une expérience. Il faut absolument faire ça sur du long terme. On n'est pas des sprinteurs, nous sommes des coureurs de fond. Et c'est ça qui fera en sorte, à un moment ou à un autre, qu'on nous reconnaîtra
et qu'on nous légitimisera.